Allô? Pour ce cycle de lecture en sciences sociales, on a le droit à un magnifique générique. Je balance le générique. Exceptionnel, exceptionnel. Nous avons une petite heure et demie, figurez-vous, à passer ensemble pour faire une lecture. Ça fait plusieurs semaines qu'on lit sur le monde associatif. Les gens, les travailleurs et travailleuses du monde associatif. Ce que ça veut dire aussi que d'être dans une asso, enfin voilà. Qu'est-ce que ça implique, enfin qu'est-ce que ça demande comme implication, le bénévolat, enfin bref, on a traversé un peu plein de questionnements ensemble. Les modes d'engagement aussi dans les assos. Et là, je vous propose aujourd'hui la lecture d'un article qui est sorti en 2004. Donc c'est plus vieux que les autres trucs qu'on a lus. Mais je pense quand même que même s'il y a eu des transformations, parce que le monde va très vite. Ça fait quand même presque 10 ans. 20 ans. Oh, 20 ans 2004. Ah putain. Oui, je vais avoir 30 ans, putain. Réveille-toi, maudit. Allô? Oui. Du coup, même si le monde va très vite, qu'il y a des transformations de société qui sont assez importantes, récentes, ça reste que voilà, les textes de sociologie sur le monde associatif du début des années 2000, ça nous aide un petit peu à nous projeter, je pense, sur le fait que petit à petit, l'État délègue de plus en plus de tâches aux travailleurs et travailleuses du monde associatif. Je voulais dire 10 ans. Non, ça fait 20 ans, 2004. Je me suis trompée, j'ai dit 10 ans, ça voulait dire 20. J'arrive jamais à l'heure pour le générique, je l'avais jamais vu. Mais oui, il est trop bien! C'est la stagiaire de la Ligue de l'enseignement qui l'a fait. Donc ce cycle de lecture en sciences sociales est sponsorisé, en partenariat en vrai. C'est un partenariat avec la Ligue de l'enseignement. Vous avez le point d'exclamation Ligue qui vous donne les infos dans le chat si vous les cherchez. Voilà. 2014 moins 10 égale 2004. On est en 2024! On est en 2024, le texte il a été écrit en 2004, ça fait 20 ans. Fais ton deuil, tu es vieux Coco Loco, tu es vieux, d'accord? Aïe aïe aïe. Donc oui, la Ligue de l'enseignement, mouvement d'éducation populaire reconnu d'utilité publique, dans laquelle il y a énormément d'assos qui sont partenaires, il y a des fédérations. Vous allez pouvoir rencontrer les gens de la Ligue dans un live en plateau qui aura lieu en fin janvier. On est en train de tout préparer avec Marie, on va pouvoir vous donner les infos. Un live sur lequel il y aura du public, donc vous allez pouvoir venir. Et puis voilà, on discutera du monde associatif, de ce que ça veut dire aujourd'hui que d'avoir des libertés qui sont réduites par le gouvernement. Là, avec les lois qui sont passées avec Darmanin, l'abject Darmanin, il y a plein de questions à se poser, mais en gros, il y a un revirement, enfin un resserrage de vis autour des libertés individuelles, mais aussi collectives, comme les libertés associatives, où on te surveille comme ça en mode est-ce que tu es pas trop woke ou pire que le wokisme, le communautarisme. Donc voilà, donc il y a effectivement aujourd'hui quand même pas mal de restrictions sur les regroupements d'individus, notamment quand ils ne sont pas blancs, ça pose énormément de questions. Donc on parlera de tout ça dans le live en plateau du 26 janvier, fin janvier, à Paris. Et j'ai hâte que vous voyez tout ça. En l'occurrence, en attendant, aujourd'hui, je vous propose une petite lecture du travail de Emmanuel Jovelin dans la revue Pensée plurielle, qui parle de comment les associations font le travail des pouvoirs publics et essayent, justement à la place des pouvoirs publics, de créer du lien avec des populations qui sont oubliées. Voilà. Merci l'outre-quantique pour les 5 mois de soutien. Incroyable. Merci beaucoup. Je suis dans une asso sport de combat, ça va, je devrais être à la Burie. Ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a un chercheur dont j'ai malheureusement oublié le nom qui s'est fait refuser un poste au CNRS pendant longtemps. Là maintenant, je crois qu'il l'a eu parce qu'il travaillait sur la boxe ou un autre... Non, le taille. La boxe taille. Peut-être que c'est... Je connais très mal. Hein. Mais voilà... Et il avait tout un axe sur les populations maghrébines. Et du coup, pareil, taxé de communautarisme. Donc bon, ça dépend évidemment, j'imagine, quel sport de combat tu fais. Avec moins de sous que les services publics, bien sûr. Des bisous, l'outre-quantique, en tout cas. Merci beaucoup. Cet article fait suite à une recherche-action menée dans la ville de Ain. Ça se dit comme ça? Je sais pas trop. Dans le nord de la France. Essentiellement dans l'entrée d'un immeuble appelé la Tour Infernale. Cette entrée, composée de 24 studios, était devenue un no man's land.
Il a été évoqué par le bailleur un certain nombre de difficultés avec les locataires, notamment des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme, de délinquance, etc. Ah oui, donc dans l'entrée de l'immeuble, t'avais des populations qui étaient là, quoi. Des gens qui étaient présents dans l'entrée de l'immeuble, qui avaient des problèmes, alcoolisme, toxicomanie, des problèmes de dépendance, quoi. Ça se dit plutôt M. Je connais pas du tout cette ville, donc n'hésitez pas à me dire la prononciation. Est-ce que tu as parlé du dark side des milieux associatifs avec la maltraitance, notamment des salariés, le flou qui entoure leurs droits et le respect du code du travail? Bah, on l'a mentionné au dernier stream, notamment avec le cas du compagnonnage dans Emmaüs, mais on n'a pas encore lu de texte là-dessus. Peut-être dans la dernière partie. La dernière partie de la lecture, ça sera sur association et politisation. Voilà, peut-être. Mais là, pour l'instant, j'ai pas trouvé de texte. Enfin, j'ai pas lu de texte là-dessus, plutôt. J'ai pas cherché de texte là-dessus, en vérité. Hein. Des bisous, Rage de Léa. Salut, Kataraou. Ça se dit M. Très bien. Donc, dans la ville de M, le bailleur était pratiquement interdit de séjour dans son propre immeuble. Donc, le bailleur, on est d'accord, hein. Bailleur, c'est la personne qui loue. Donc, c'est le propriétaire. Voilà, le bailleur. À la demande du bailleur, le logicile de la mairie de M, soucieux d'établir tout d'abord une autorité de l'État mise à mal et un partenariat plus étroit pour une action socio-éducative dans cet immeuble appelé la Tour Infernale, une association d'action sociale, le Home des Flandres, a été sollicitée. D'accord, donc en fait, le propriétaire de l'immeuble pouvait plus foutre les pieds dans l'immeuble. Il a demandé l'aide de la mairie. La mairie a dit on va utiliser une association d'action sociale pour qu'elle aille parler aux gens, quoi. Voilà. Donc c'est une association qui a une longue expérience tant auprès d'adolescents en difficulté qu'auprès d'adultes en mal d'insertion. C'est ça. Donc des gens qui ont l'habitude d'aider des personnes qui ont des problèmes. En effet, contacté en 1996 pour une action de réhabilitation sociale, l'association Le Home des Flandres a proposé des modalités d'intervention de proximité. Donc oui, un travail de proximité qui prenne en compte à la fois la problématique collective, les difficultés individuelles, la réhabilitation des parties communes et des logements. Ok. C'est mieux qu'envoyer les keufs, c'est vrai. C'est vrai. Et puis surtout, s'il y a des problèmes d'addiction ou quoi, les gens en souffrent en vérité, tu vois. Donc là, en vrai, sur le papier, tu dis, bon, il y a une problématique collective à prendre en compte. Ça doit être, j'imagine, le fait que c'est dans un quartier où les gens sont plutôt pauvres. Donc, prendre en compte que, globalement, voilà, il y a un contexte. Difficultés individuelles, donc spécifiques à chaque personne. Réhabiliter les parties communes pour qu'elles puissent être utilisables par toutes et tous. Et puis, des logements, donc il devait y avoir des logements qui étaient plutôt insalubres aussi, quoi. Cette démarche s'appuyant d'emblée sur une trilogie partenariale. Ah, donc les partenaires étaient les locataires, les bailleurs et la mairie. D'accord, mais du coup, les locataires, c'est les personnes dans le hall, on est d'accord, hein. Et les autres, hein, qui habitent l'immeuble, mais j'imagine. Ok. Home de Flandre et intervenants sociaux. Ah non, donc d'un côté, il y a les locataires, de l'autre, il y a le bailleur et la mairie qui étaient ensemble. Ah, propriétaire et mairie ensemble. Et de l'autre, il y avait l'association et les intervenants sociaux. Ok, c'est ça le triptyque. Salut Nespose. Ici, nous sommes au cœur de l'implication d'une association dans la mise en œuvre des politiques publiques. Ça pose beaucoup de questions. Parce que tu te retrouves à faire le travail de l'État. Et des fois, tu te retrouves à être presque la main droite de l'État. Parce que tu te retrouves à faire passer la pilule, effectivement, beaucoup plus facilement que la police ne l'aurait fait. Sur des projets où des fois, les gens, leur avis n'est pas trop pris en compte. Donc, c'est vraiment qui tout double, hein, ce truc. Hein. Ça peut être un piège qui se referme sur les associations. Hein. Faut faire attention. Hein. L'impact de leur intervention sur les populations et les différents enjeux, les enjeux entre les différents acteurs œuvrant sur un même territoire. D'accord. Bon, on va voir du coup les intrications, j'imagine. Au moins, là, il y a un cas concret. Je rappelle pour celles et ceux qui n'ont jamais vu de live lecture, je découvre la lecture en même temps que vous. C'est des textes que je sélectionne, mais je fais du react à de la lecture. Pour moi, on est dans le futur de Twitch. Quand on aura plus assez de sous pour que ça soit vidéo et qui couperont les bandes passantes et qu'on devra remettre en place, même si ça existe encore, les radios pirates. Et que du coup, on fera du react comme ça, juste avec la voix, quoi.
En plus, pour avoir les subventions, tu dois plaire à l'État. Bah ouais, c'est un cercle sans fin. Ça, on en avait parlé dans la première lecture. Tu te retrouves à remplir des dossiers pour avoir des subventions. Tu dois plaire à l'État. Tu dois rentrer en tout cas dans ces critères. Des fois, c'est juste de la com. C'est-à-dire que c'est juste sur la forme que tu prends, que tu leur plais. Et dans le fond, tu fais ce que tu veux. Et d'autres fois, comme il y a des contrôles un peu qualité, enfin voilà, que tu es dans un climat de surveillance, que tu dois montrer et prouver des résultats, bah là, il y a des problèmes. Par exemple, le CNC, quand j'ai obtenu le CNC pour mon cycle de lecture en sciences sociales, j'ai pas menti sur les thématiques que j'allais faire, elles étaient très politiques et tout, enfin voilà, j'ai pas non plus menti sur la ligne éditoriale de ma chaîne. Par contre, sur la forme, effectivement, ça a collé à tout ce qui plaît dans les dossiers, c'était facile à lire et voilà. Mais par contre, il n'y avait pas de contrôle après ce que je faisais, dans le sens où il fallait juste que je publie les vidéos et que je fasse vraiment les lives. Mais ils allaient pas me dire, finalement, le ligne éditoriale que tu as ne nous plaît plus. Sauf que, quand tu es dans des localités, par exemple, bah, si tu travailles, une association qui travaille avec une mairie, la mairie, elle peut dire à l'association qui fait, par exemple, je sais pas, une exposition avec les enfants sur la destruction et les rénovations urbaines et destruction des tours à immeubles et tout, des tours HLM et tout ça, enfin bref. Si tu fais des actions concrètes comme ça, la mairie, elle peut venir voir et dire désolé, mais non, ça nous va pas en fait. Désolé, mais ce que vous avez fait, ça nous va pas et on travaillera plus jamais avec vous. Alors là, du coup, c'est plus insidieux. Après, je dis ça, mais quoique... Ah bah non, parce que les jurys CNC tournent. Les jurys CNC tournent. Ce que j'allais dire, effectivement, peut-être que si, au final, ce que j'ai fait a pas plu au CNC, ils pourraient ne pas me refinancer si je repropose un dossier. Mais le jury tourne tous les 2 ans. Donc ça dépend sur quel membre du jury, enfin quel type de jury tu tombes, j'imagine. Mais la mairie, c'est beaucoup plus insidieux parce que les mairies, souvent, bah, on l'a vu avec Gérard Collomb à Lyon, hein, c'est des gens qui gardent le pouvoir pendant des décennies parfois. Donc t'as intérêt à être bien avec la mairie ou à être bien avec la région, malheureusement. Donc ouais, il faut pas cracher dans les soupes pour avoir la thune, quoi. Donc ça, c'est... ça fait que les assos qui sont censés aussi être un moyen démocratique d'expression, d'avoir un contre-discours, de proposer d'autres choses que ce qui est fourni par les institutions officielles de l'État, bah, ce pouvoir-là, il est amoindri malheureusement. La situation de la tour infernale rappelle étrangement ce que DS Massey et N.A. Denton appellent l'American Apartheid. C'est quoi ça? Ah, c'est juste la source, ok, donc on sait pas. Ça va peut-être être expliqué. Je connais pas du tout. Pour ces deux auteurs, situant leurs analyses dans le contexte américain, mais transposables aisément à la situation française, avec des nuances bien entendu, ces 20 dernières années, on a souvent débattu des questions d'emploi, de l'instruction, de la représentation politique et de la pauvreté. La question de la ségrégation résidentielle a été plus ou moins occultée. Ah, la ségrégation résidentielle, oui. Le fait que, en fonction de là où tu habites, de là où tu vis, des fois c'est même pas la ville, hein, c'est vraiment certains quartiers, et ben tu vas pas avoir accès aux mêmes droits que les autres. Typiquement, accès à certaines écoles, accès à certains soins, etc. Demain, si ta mairie passe à RN, et si tu bosses avec les migrants, c'est ciao. Mais moi, même l'asso où je travaillais, hein, avec la région qui était avec Laurent Wauquiez, c'était chaud. Hein. C'était chaud avec Laurent Wauquiez. Hein. Bah, c'est toujours chaud, d'ailleurs. Donc, la question de la ségrégation résidentielle, ça a été occulté. Or... c'est dans la ségrégation résidentielle que réside la clé permettant de comprendre la persistance du fossé qui maintient à distance, à la fois physique, symbolique, identitaire et sociale, économique, politique ou idéologique, deux segments constitutifs de la société, les pauvres et les riches. C'est vrai ça que les pauvres et les riches ne vivent pas au même endroit. Ils ne se fréquentent pas. Si tu veux vraiment poser la question de la pauvreté, regarde aussi où les gens habitent, quoi. Ça c'est clair et net, hein. Ils vont pas dans les mêmes écoles, etc. Il s'agit de comprendre surtout que la ségrégation urbaine a créé une enclave structurelle qui a engendré tout un ensemble d'attitudes et de comportements négatifs, une culture de la ségrégation, une culture d'opposition face aux dominants. C'est une citation hein, d'un texte américain là. Le dominant n'est rien d'autre que le bailleur, donc le propriétaire, qui ne pouvait plus rentrer dans l'immeuble et réclamer son loyer, et l'État par l'intermédiaire de la mairie qui n'arrivait pas à satisfaire les désirs des locataires. Il y a donc une opposition réelle sans issue. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ah ouais, c'est clair que là, le lien, il est complètement rompu, quoi. Donc j'y crois pas. Dans la tour infernale, les gens, ils ont dit
Le propriétaire, non seulement il ne mettra plus les pieds dans son immeuble, mais en plus on ne payera pas nos loyers. Incroyable. Salut Paf Nouti, c'est incroyable. Les valeurs sociales ne se partagent pas. M a son Beverly Hills, le quartier de Beaumont. Beverly Hills, c'est le quartier riche. Hein. Donc il y a dans la ville du Nord, là, M, il y a le quartier de Beaumont et son Chicago, les quartiers du Longchamp et de Auchan. Donc c'est ça. En fait, t'as les quartiers pauvres et les quartiers riches, quoi. Il a manqué donc de stratégie de la part des autorités pour établir des alliances de coexistence pacifique entre les habitants afin de favoriser une intégration résidentielle. Bah en même temps, si t'as rien à perdre, bien sûr que tu vas commencer à dire à ton bailleur de dégager, quoi. Salut Polichinelle, t'inquiète pas, tu n'as rien loupé. On est en train de voir une situation dans laquelle les pauvres sont tellement pauvres qu'ils en ont plus rien à foutre, font des énormes doigts d'honneur à leurs propriétaires et ils décident d'arrêter de payer leur loyer. Voilà, et on parle de ségrégation résidentielle. En fonction de ta classe sociale, tu vas pas vivre dans les mêmes quartiers. Donc, typiquement, bah, les riches à Neuilly, quoi. Beaucoup de personnes perçoivent le quartier difficile qui nous intéresse dans ce document comme un endroit anomique. Donc anomique, ça veut dire qu'il manque de lien. L'anomie, c'est absence de normes. Anomier. Presque comme anémier pour un corps humain, vous voyez. Tu manques de certaines ressources. Et ben l'anomie, c'est que tu manques de lien social, d'intégration, etc. T'es pas intégré à la société tel que le voudrait l'État, en tout cas. Ça veut pas dire que t'as pas des liens sociaux. Dans les quartiers, il y a des liens de solidarité très forts. Là, entre les locataires, par exemple, pour qu'ils arrivent à refuser que le propriétaire rentre, c'était pas un locataire qui a fait ça. Donc, tu peux avoir des liens de solidarité et des liens sociaux très forts, mais c'est des gens, en tout cas, qui coupent avec l'État et les pouvoirs publics. Les habitants n'ont pas de possibilité d'échapper à la pauvreté et de subvenir à leurs besoins. Ouais, en plus, il n'y a pas d'échappatoire pour eux, ils sont très pauvres, quoi. Les questions auxquelles ce document tente de répondre sont celles-ci. Comment l'association Le Home des Flandres, par l'intermédiaire des travailleurs sociaux, a-t-il fait pour développer les compétences auprès d'une population en mal d'insertion? Quel sens les locataires donnaient-ils aux conflits qui les opposaient? Comment les travailleurs sociaux ont établi de l'ordre interactionnel, du lien social, du vivre ensemble à partir de ressources des locataires eux-mêmes? Ah ça c'est intéressant. Ils n'ont pas imposé un truc venu du haut, c'est à partir de ce que savaient déjà faire les locataires qu'ils ont construit quelque chose. Ça je trouve ça intéressant. Quel a été le rapport avec les autres associations œuvrant dans le champ de l'insertion? Donc les collaborations avec d'autres assos. Du coup là on est typiquement dans un article de sociologie qui peut être utile à l'État, pas dans sa version Darmanin, sécuritaire, pas dans sa version sécuritaire et autoritaire, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui font des sciences sociales et notamment de la sociologie, qui publient et qui font des travaux de recherche pour nous aider à comprendre le monde et à trouver des solutions concrètes pour lutter contre la pauvreté, par exemple, pour lutter contre les discriminations, pour lutter contre les inégalités, pour éviter qu'elles se reproduisent et tout ça. Ah, mais c'est ça qu'il y avait quelqu'un qui disait, Pécolux. Le redlining, les politiques de redlining. Avec les red neighborhoods pour les pauvres, à cas les non-blancs. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc en gros, ils ont volontairement créé des frontières entre des quartiers pauvres et des quartiers riches. Ah non, c'est une politique bancaire. J'en ai jamais entendu parler. Après, je connais très mal les États-Unis. Hein. Il y avait des cartes. Ah, c'est horrible. Oh, salut Isgramor. C'était pour limiter l'accès aux prêts en fonction de là où tu habitais. Ils interdisaient l'accès aux prêts à certains quartiers. Et ben nous, on a ça avec Parcoursup. Il y a certaines écoles qui disent qu'en fonction de là où tu habites, en fonction du lycée dont tu viens, tu n'auras pas accès à certaines écoles ou à certaines filières de l'école supérieure. Ça existe en France. Parce qu'en fait, Parcoursup, techniquement, c'est les écoles. Par exemple, je sais pas, moi, je suis en fac de sociologie à Lyon 2. Voilà. Et pour recruter, parce que j'ai un nombre de places limité, voilà, c'est les justifications qui sont données, hein. Pour recruter mes futurs étudiants en sociologie, je dois mettre des critères. Qu'est-ce que je mets? Les notes. Et je peux dire aussi, je veux des gens qui ne viennent pas de tel ou tel type de lycée. En fait, tu peux rentrer. Tu peux rentrer plein de critères. Et ça mène à la reproduction d'inégalités et à de la ségrégation résidentielle aussi. C'est horrible. C'est horrible.
Alors, les objectifs de la mission qui a été réalisée du coup par l'association. Déjà, la réhabilitation de l'immeuble avec les locataires. C'est la préoccupation principale du bailleur et surtout des locataires. En effet, l'immeuble était laissé à l'abandon. Ah ouais, d'accord. Ah, mais c'est pour ça qu'ils ont arrêté de payer. Soyez maudits. La ségrégation socio-spatiale, on la retrouve dans tellement de domaines. Ouais, bien sûr. Merci Pécolux pour le Prime, c'est très gentil. Merci d'utiliser ton Prime ici. Et merci Marcophone. Incroyable, 3 mois de soutien. J'ai réussi à capter un stream lecture en live. Bienvenue. Et oui. Bon, en plus, il y a vraiment du retard sur la chaîne de rediff pour les publications des live lectures. Donc ça me fait très plaisir que vous soyez là. Merci, merci Marco. Et merci encore Pécolux. Ça va être de pire en pire avec la case du bac identique pour tous. C'est vrai. Ouais. Et ben ouais, non mais ça c'est... Je pense qu'on fera en 2024 un cycle sur l'école. C'est les responsables par discipline qui décident des critères, c'est pas les profs. Après, j'imagine que ça doit changer en fonction des endroits, mais c'est pas les profs qui mettent les critères. Par contre, moi, les 2 premières années où j'étais à Lyon 2, ils ont refusé de remplir des critères, ceux de sciences politiques. Je balance pas à ceux qui ne l'ont pas voulu, qui eux voulaient très bien le faire parce que, je cite, vous abusez à pas vouloir mettre de critères et à refuser Parcoursup, on va se taper tous les déchets. Voilà. Mais sinon, voilà, les étudiants et étudiantes, les profs, pardon, les profs et les responsables de Lyon 2 Sciences Politiques ont refusé de mettre des critères pour Parcoursup et donc ont accepté tout le monde. Tout le monde a été mis accepté. Non, c'était pas le droit. Puisque la fac dans laquelle on est ne contient pas le droit à Lyon 2. C'est la façon dont les écoles sélectionnent. Je parle pas de l'algorithme, non. Je parle de la façon dont les écoles sélectionnent. Ouais. En fait, en fonction des filières, tu vas rencontrer des critères. Voilà. En fait, si tu veux, c'est des responsables par discipline qui font remonter ensuite aux responsables parcours les trucs pour mettre dans Parcoursup, quoi. C'est comme ça. Voilà. Je viens de regarder la dernière rediff de live lecture et je capte en direct. Salut Tisfrog. Bref. Donc là, on est dans, je rappelle le contexte, un immeuble qui s'appelle la Tour Infernale parce que globalement, il y avait des gros problèmes dans l'immeuble. Et on vient d'apprendre que les locataires ne payaient plus leur loyer, notamment parce que c'était un immeuble laissé à l'abandon et insalubre. Donc il y avait une véritable rupture avec les propriétaires, quoi. Certes, vivre dans un lieu propre incite les habitants à prendre conscience de cette notion de propreté. Mais pour notre part, il y avait un énorme travail à faire au préalable, réhabiliter les hommes de la tour infernale. Parce qu'on le rappelle, il y a des problèmes d'addiction, il y a des gens qui n'ont plus d'emploi, qui sont dans la galère. En fait, c'est une population très pauvre. Les travailleurs sociaux voulaient participer à la lutte de ces individus solitaires contre la société pour tenter de leur redonner une place, une reconnaissance, une existence sociale. C'est beau. Il y avait auprès de ces hommes une espèce de l'état de nature lié à la rupture du lien social. C'est ça, ils n'avaient plus aucun lien avec l'extérieur, quoi. Il existait dans cet immeuble et dans l'esprit de ses locataires une négation du lien social positif. Oui, en fait, il n'y avait pas d'espoir de pouvoir créer du lien qui soit agréable avec des personnes extérieures à l'immeuble, en fait. Salut Vanillil. Comme le souligne Faroudia, le lien social étant quelque chose qui tient au corps de l'individu, il est donc la vie même de ce corps, ce sans quoi la société non seulement ne possède aucune existence effective, mais également cette catégorie sur laquelle la société cesse d'être tout simplement pensable et connaissable. Ce sans quoi la société ne peut être ni conçue, ce sans quoi la société n'existe tout simplement pas. Mais est du même coup aussi strictement inconcevable. Donc là, c'est juste une citation écrite tel un écrivain, n'est-ce pas ? Pour dire que la société n'existe pas sans lien social et nous, en tant qu'êtres humains, on n'existe pas sans lien social avec les autres. Twitch, c'en est un bon exemple. Il y a beaucoup de personnes isolées qui créent du lien social par le biais d'Internet. Mais en gros, on a du mal à rester 100% isolé, quoi. On a besoin de vivre ensemble et de construire des projets ensemble, de discuter, de partager des choses. C'est important, quoi. Donc voilà, donc l'individu, en nous, individuellement, on a besoin de ce lien social-là. Ouais, les liens sont autorisés sur la chaîne, bien sûr.
Soi-même comme étranger, Guillaume Leblanc. Je connais pas du tout. Salut l'autre belge. Donc il fallait commencer par restaurer le lien social entre les locataires et le bailleur. Il fallait mettre en place un contrat social conçu comme le fondement du lien social. Tous les liens sociaux ne se valent pas quand même malheureusement, ça c'est sûr. Ouais. Il fallait, à travers la réhabilitation de l'humain, la mission consistait aussi à développer des compétences sociales. Oui, parce qu'en fait, plus t'es isolé, hein. Ça, on le voit avec les personnes qui vivent à la rue. Mais quand tu te retrouves sans domicile, c'est très très dur. Et plus tu passes du temps comme ça, plus c'est difficile. Il fallait aussi développer un partenariat cohérent avec les acteurs sociaux du quartier. L'accompagnement social est une pratique qui ne peut être isolée. Elle doit se faire à travers un partenariat cohérent. Oui, parce que bon, c'est bien beau, mais si tu as envie d'accompagner les gens pour qu'ils s'en sortent, il faut que tu trouves des possibilités, soit de formation, d'aide, d'accompagnement, de soutien, d'autres associations et tout, quoi. Salut Sacha. Un bon travail d'accompagnement est celui qui s'inscrit dans des dispositifs réglementaires mis en place conjointement par des acteurs institutionnels. Donc il faut plusieurs partenaires, quoi. Il fallait impérativement une articulation entre les professionnels du secteur. Mais les travailleurs sociaux du Home des Flandres ont rencontré d'énormes difficultés à créer des liens avec d'autres assos et tout. Ah bon? Ok. Ils voulaient faire de l'écoute, de l'accueil, du soutien, une aide concrète par rapport à certaines démarches. Par exemple, ils ont aidé les locataires avec leurs démarches EDF, Télécom, la régularisation de leurs impayés, la CPAM, ça c'est caisse primaire d'assurance maladie, hein. Les ACEDIC, donc c'est le chômage. Imposer un proprio, c'est pas du lien social. Non, mais là, c'est qu'il y avait une coupure complète avec le proprio qui fait qu'ils étaient dans des... Je suis d'accord avec toi, Valka. Mais en fait, c'est qu'il disait qu'il y avait une coupure complète. Je suis d'accord que parler avec son propriétaire, c'est pas créer du lien social. Mais là, apparemment, il y avait plus de lien social non plus entre les locataires. Ils avaient plus confiance. Tu vois, ils se regardaient avec méfiance et tout. Alors que dans les quartiers, en général, il y a quand même beaucoup de soutien. Les gens s'aident et tout. Mais là, il disait que dans l'esprit des locataires, il y avait une négation du lien social positif. Il y avait une rupture. Il faut... Voilà. Ah non, entre les locataires et le bailleur. Donc t'as raison. Restaurer entre les locataires et le bailleur. Mais parce qu'en fait, ils sont dans... Moi, ce que j'avais lu, ce que j'avais compris, mais t'as raison, c'est pas entre les locataires, c'est entre les locataires et le bailleur. C'est moi qui ai fait une pause comme s'il y avait un point, alors qu'il n'y en avait pas. Mais ce que j'avais compris, c'est que le logement était complètement insalubre et que du coup, il faut réussir à communiquer avec le bailleur pour qu'il fasse les putains de travaux dans son immeuble. Et donc que l'asso aidait pour ça. Mais je suis d'accord que c'est pas du lien social que d'être en contact avec son proprio. On sait où ça se passe cette histoire, à M, dans les Flandres. Ici, on s'entend super bien avec l'autre locataire. Entre locataires, l'opposition au proprio nous soude. Bah, j'ai l'impression que là, c'est ça finalement, du coup, ouais. Ouais, c'est ça. Après, c'est le problème hein, des articles qui parlent du monde associatif, c'est que des fois, ils ont un peu... comment dire ? Des fois, comme ils sont du côté des institutions, parce qu'ils aident les institutions, ils ont tendance à minimiser les rapports de domination institutionnels. Donc ça m'étonne pas que ce soit fait avec les propriétaires aussi. Hein. Une soirée réglette mini par an avec son bailleur. Ah non, merci. Merci, mais non merci. Donc voilà, donc dans l'idée, l'association devait aider à produire de l'accueil, de l'écoute, du soutien et aussi des aides concrètes par rapport à certaines démarches, EDF, Télécom, régularisation d'impayés, aider avec la caisse d'assurance maladie, le chômage, etc. Approche aussi des problèmes de santé, les aider avec leurs problèmes psy, la dégradation liée à l'alcoolisme, à la toxicomanie. Orientation aussi vers des partenaires sociaux comme la mairie, circonscription d'aide sociale, etc. Il faut ajouter aussi des démarches concrètes qui ont permis le rétablissement des fournitures électriques, l'inscription de certains locataires dans des actions bénévoles. C'est ça. Mais ce qu'il faut retenir d'empêche du début, c'est que la mairie est du côté des proprios. Hein. Mais effectivement, plutôt que d'appeler les flics pour virer les locataires, ils ont décidé d'appeler une asso pour trouver des solutions. Donc voilà. Ouais, tu peux dire violente, hein, je pense. Ouais. Avec le Covid et sa négation actuelle, les institutions sont devenues encore plus violentes. Oui, c'est ça. Là, on parle d'un truc qui se passe en 2004. Je pense que le contexte a beaucoup changé quand même. Cette mission fut quasiment impossible car la tâche était difficile. Difficile parce que les deux éducateurs ont fait un travail de terrain au sens ethnologique du terme, pour se glisser dans un environnement hostile. Donc ethnologique, ça veut dire que vraiment, ils se sont installés dans l'immeuble. Oui, voilà, c'est ça.
À savoir que le bureau des éducateurs a été installé dans l'immeuble, même au 2e étage, ce qui a favorisé un travail de proximité. Au demeurant difficile, c'est ça. Quand tu veux faire un vrai travail social, que tu veux vraiment aider les gens, il faut que tu sois sur le terrain pour de vrai, quoi. Donc il y a des problèmes dans l'immeuble, tu vas travailler et tu vas vivre dans l'immeuble. Sinon, tu peux pas deviner ce que vivent les gens, de toute façon. Les gens donc étaient hostiles par rapport aux travailleurs sociaux du quartier, sauf quelques-uns, et encore, ils étaient hostiles par rapport aux locataires habitués à une prise en charge classique du travail social et qui voyaient l'arrivée du Home des Flandres comme une intrusion dans leur intimité. Ce qu'on comprend tout à fait. Ce qu'on comprend tout à fait. Ils avaient peur que ça soit du contrôle, un peu comme le fait la CAF. Je comprends tout à fait. Salut les Ilizards. Les éducateurs étaient donc sur un terrain mouvant. Pour cela, ils ont rencontré dans un premier temps les locataires pour expliquer leur présence dans l'immeuble. Ces premiers contacts ont effectivement permis de préciser leur mission auprès des locataires et d'approcher ces différentes personnes en difficulté. Endettement, alcoolisme, toxicomanie, pauvreté de réseaux de sociabilité, manque de reconnaissance sociale, manque de confiance en soi, sentiment de dévalorisation. Parallèlement à la rencontre avec le public concerné, des contacts ont lieu avec des partenaires sociaux comme le club de prévention, la SMAIO, ça on ne sait pas ce que c'est, mais en gros, voilà... Tous ces gros acronymes, ça doit être des institutions ou des associations. Bon, en tout cas, club de prévention et centres sociaux. Un autre problème soulevé et qui devrait être un moyen de progresser dans les relations de voisinage entre le logicile et ses locataires, c'est le manque de rencontres, donc forcément le manque de débat. En fait, si le bailleur social a aucune idée des besoins et des manières de vivre de ses locataires, forcément ça crée de la merde, quoi. Ketchup mayo, moi vraiment j'en en peux plus des acronymes, hein. J'ai décidé de ne plus en avoir rien à foutre. En fait, le peu de rencontres qui ont eu lieu donc entre le bailleur et les locataires ont montré d'une part que ces derniers, aussi démunis soient-ils, pouvaient devenir des humains très normaux, entre guillemets, dès lors qu'on les écoute. Et d'autre part que le bailleur, même s'il peut parfois donner l'impression de se retrancher derrière la bureaucratie, avait la capacité de les écouter et de les comprendre. Bah oui, mais encore faut-il le vouloir. En fait, c'est que la plupart du temps, ils en ont rien à foutre, les bailleurs, que d'écouter leurs locataires. Ce qu'ils veulent, c'est gentrifier leur immeuble pour avoir une nouvelle population et pouvoir monter les loyers. C'est ça la vérité. Voilà. Mais je suis bien d'accord que la plupart du temps, par la discussion et par l'écoute des besoins de la population, tu peux résoudre les problèmes facilement. Ça le pire en fait. C'est que ça demande pas grand chose, ça demande de la démocratie. C'est quand même terrible, hein. Bah, on peut chercher, Logicile, ça a peut-être disparu après depuis 2004. Mais je crois que c'est un bailleur social. Ah, voilà. Vilogia, Logicile. Groupe Action Logement, peut-être pas. Ouais, c'est peut-être juste... Mais là, c'est à Marseille. Je suis nulle pour faire ce genre de recherche. Roubaix. Ouais. Non, mais c'est peut-être juste une boîte... Ah, marque de Vilogia d'AC... Ah, voilà. D'HLM. En fait, c'est la version HLM de Vilogia. Ouais. C'est ça. Propose des logements adaptés qui correspondent à leurs besoins. Donc non, ouais, c'est vraiment des proprios de base, quoi. Action Logement, c'est du social en grande partie, c'est possible, hein. Voilà. Vilogia, c'est bailleur social dans le Nord. Ah bah voilà. Bon bah voilà. On a la réponse à vos questions. La dame a utilisé un mot compliqué. Démocrate quoi? Salut, salut Ezouane. Donc oui, tout simplement, je pense qu'il y a un véritable problème dans le fait que déjà on ne possède pas nos logements. Enfin, c'est quand même abusé, quoi. En villa, on n'a pas de moyens de décider de ce qui se passe dans nos immeubles. Enfin, au bout d'un moment. Mais bon, en plus, si on peut même pas discuter parce qu'ils en ont rien à foutre, c'est encore pire, quoi. Dès lors... bon, donc, bref, il y a eu peu de débats pour mieux appréhender l'avenir. Dès lors, les difficultés rencontrées par le bailleur avec les habitants de la Tour Infernale ne résident pas dans une sorte de perversité ou un habitus déviant inscrit dans leur trajectoire, mais surtout dans les modes d'interaction entre les deux partenaires. Oui, en gros, c'est pas parce qu'ils sont pauvres que ça se passe mal. C'est pas parce que c'est des... Voilà, c'est pas leur habitus, c'est pas leur manière d'être et de faire qui font que ça peut pas s'arranger. Tu vois, c'est pas dans leur essence qu'il y a ce problème-là. Non, pas du tout.
C'est parce que vraiment, ils sont pas à même de discuter. Mais parce qu'ils sont pas à même de discuter, parce qu'ils ont pas les mêmes intérêts, tout simplement. Enfin, en fait, ils en ont rien à foutre, les bailleurs non plus. Enfin, faut pas... On peut bien créer des espaces de discussion, mais... Salut Tokyo Dog Lover. Nous pensons que c'est bien dans la manière de traiter ces femmes et ces hommes, dans la façon de les regarder, qui a conduit à ce dialogue de sourds. Ah bah voilà, c'est du mépris. C'est le mépris du bailleur qui a posé problème, voilà. Sans ignorer une sorte de ghettoisation inconsciente. Voilà, ghettoisation du quartier. Liée au mécanisme étatique et une aide au logement sans aide. Ouais, donc on te donne un peu de sous, mais on t'aide pas, quoi. En fait, c'est pas parce qu'on te donne quelques petites aides de la CAF ou compagnie que ça va améliorer tes conditions de vie et que tu vas pouvoir t'en sortir, quoi. Ça conduit à une assistance permanente qui enferme le bailleur dans un piège où il n'est jamais maître de son destin, mais des politiques transversales qu'il ne peut qu'appliquer. Oui. En fait, c'est l'État qui lui dit « ta population, on va lui venir en aide comme ça ». Mais du coup, c'est pas tant le bailleur propriétaire qui est piégé que l'État qui prend très mal en charge ces questions-là, quoi. C'est ça le truc. C'est en fait, y a des populations sur lesquelles on fait des politiques publiques en disant on va les aider comme ça, on va faire ci. On crée des catégories et il y a ceux qui rentrent dans la catégorie qui ont droit et ceux qui n'y ont pas le droit. J'étais venue sur ta chaîne la première fois pendant le Covid pour un live socio. Bienvenue, re-bienvenue du coup Sacha Brown, incroyable. La live lecture aujourd'hui est à 19h, React avec Host sur les portraits. Discussion politique avec Host. Tiens, 130 balles pour payer un bout de ton loyer. Quoi? Il n'y a plus l'eau courante chez toi? Bah fais un effort aussi. Bah non, on va te dire, bah comment ça ton logement est insalubre? Bah déménage. Et là du coup tu fais des dossiers pour déménager. Et tu perds tes aides, tes APL, tu perds tes aides et tout. Pourquoi? Parce que tu prends un logement qui est soi-disant trop cher pour tes revenus. Parce que tous les autres logements que tu trouves, ils sont insalubres. Ouais... Les appels, c'est de la thune à enrichir les proprios. Bah voilà, c'est ça. Bah c'est ce qui semble dire le texte, là. Ça aide personne, du coup, finalement. Ça devrait pas être ça, la politique qu'on met en place, quoi. Les aides au logement, elles devraient être pensées différemment. Avant, je disais, j'aime pas les gens. Maintenant, je dis, j'ai un habitus déviant. Oh. L'incroyable difficulté à trouver un logement. Mais oui, il y a rien, c'est terrible. Salut, Limo. Premier constat. De manière générale, nous avons constaté que les studios étaient situés dans un environnement à risque, nécessitant une prise en charge rapprochée dans tous les sens du terme. Par ailleurs, nous avons remarqué aussi que les espaces collectifs n'étaient plus entretenus. Les boîtes aux lettres étaient détruites, le commerce de drogue dans le quartier relève de leur normalité pour les habitants. Il y a surtout un manque d'accompagnement social défini en termes d'écoute, d'entraide, de médiation, de conseil et de soutien. Il manquait aux habitants de la Tour Infernale un accompagnement social visant l'insertion et la promotion de leurs droits fondamentaux, afin d'éviter l'isolement, le repli sur soi, la perte de repères sociaux, les phénomènes progressifs de disqualification sociale. En gros, là, ils sont dans un quartier où s'ils y habitent, ils sont encore plus isolés que jamais, quoi. Ça ne fait que renforcer les problèmes, malheureusement. Analyse biographique des locataires. Attendez, mais c'est long ce que je lis, là. Ah, il y a des problèmes relationnels entre les locataires, quand même. Problème avec le bailleur. Réhabilitation. Ah, je suis intéressée par ça. Je vérifie juste si on peut lire parce que Host débarque dans 40 minutes. Hein, vous inquiétez pas, je lis en diagonale. Que des problèmes, oui. Une vingtaine d'entretiens biographiques a été réalisée. La moyenne d'âge du coup des locataires de l'échantillon est de 35 ans. Et la durée moyenne dans le logement est d'à peine 1 année et demie. Ah, ça fait moins d'1 an et demi qu'ils vivent là. D'accord. Le capital scolaire des personnes rencontrées ne dépasse pas le niveau CAP. Les histoires personnelles qui ont été analysées ressemblent à celles repérées dans l'ouvrage de Coléjac et Taboada Leonetti, puisqu'elles sont mises en évidence l'existence d'une faille personnelle antérieure à la rupture sociale. Ah oui. Des gens qui ont eu un problème et progressivement, ils ont des problèmes sociaux. Ils ont eu un problème personnel. Ça peut être la perte d'un proche, un accident, enfin voilà. Et progressivement, ils sont de moins en moins bien insérés socialement, quoi. Ils finissent par perdre leur emploi, etc.
Il y a une fragilité relationnelle ou affective qui s'est trouvée réactivée par des difficultés économiques et professionnelles. C'est ça. C'est horrible. Mais dégagez! Mais dégagez! Merci Eva pour le raid. Incroyable. Bonjour. Bonjour. On est en train de parler d'un immeuble qui s'appelle la Tour Infernale. C'est le nom qu'a donné la mairie en tout cas. Dans le nord de la France, à M. Voilà. Et on est en train de parler des difficultés que vivent les locataires dans cet immeuble et comment est-ce qu'une association essaye de recréer du lien social entre les habitants, de les aider. Voilà. Bienvenue, merci beaucoup pour le raid. Et à 19h, Host me rejoint pour un react. Je vais peut-être lui dire... panique pas. Je vais dire ça, attendez. Je vais lui dire... Je réponds juste à Host, panique pas. Je suis déjà en live. Je finis ma lecture. Donc on se retrouve... On se retrouve vers 19h, voilà. Ah, elle est finie la vidéo sur Mitterrand, là, ça y est? Elle est sortie à 18h? Elle est sortie à 18h et elle dure 20 minutes. Donc oui, vous avez eu le temps de la voir. Ok. C'était une bonne idée de se donner rendez-vous à 19h. Je pensais qu'elle sortait plus tard. Je pensais qu'elle sortait à 19h. Ok. Il me dit qu'il lance à 18h55 son live, Host Politique. On sera en live sur nos deux chaînes en même temps pour faire le react. On aura fini du coup le react. Enfin, on aura fini la lecture à 19h, mais voilà. Merci beaucoup. Bah, on en parlera à 19h. Attendez que Host arrive. Mais voilà, mais ça c'est hyper intéressant de voir que... parce que souvent on dit les gens... Enfin souvent on dit... Souvent les macronistes et autres droitards nous disent que si les gens sont au chômage, finissent isolés, ont des problèmes de logement et tout, enfin bref, ils ont qu'à se sortir les doigts et travailler plus. Et là on voit qu'en fait c'est des ruptures biographiques, c'est-à-dire qu'en gros il se passe un truc grave dans la vie des gens. Ils ont une fragilité relationnelle ou affective parce qu'ils ont des liens qui sont coupés avec la famille. Il y a eu des accidents, comme je vous disais. Enfin, il y a eu des accidents de parcours, quoi. Des choses assez graves qui leur sont arrivées. Là, on parle d'une faille personnelle antérieure. Et ça, progressivement, ça va mener à leur isolement et ça va créer une rupture sociale, quoi. Donc voilà, horrible. Et oui, j'écoute l'OST de Céleste. Voilà, voilà. Bah, ça sert à rien de courir la voir vu qu'on va la regarder ensemble avec Host à 19h. Mais bon, comme vous voulez, hein. Salut Bugineur. Donc là, il y a un des locataires qui témoigne. Le matin, on se lève, on compte les moutons. Je me lève parce qu'il est l'heure, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va faire demain? La société ne peut rien pour nous, pas d'avenir. La seule certitude est le cimetière. Ce qu'il faudrait changer, c'est la raison de vivre. Pourquoi on vit? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Wow. Ah non, c'est Goléjac qui a dit ça? Ah non. Non, non, c'est un locataire qui dit ça. C'est bien un locataire qui dit ça. Ouais, c'est puissant ce qu'il dit. Hein. Ainsi que l'a souligné De Coléjac, les trajectoires montrent que la lutte qui mène ces personnes n'est pas celle du changement de l'ordre social, mais de trouver une place dans cet ordre. C'est vrai ça. C'est pas des personnes qui sont nécessairement révolutionnaires et qui voudraient changer le monde ou quoi, mais c'est juste de pouvoir trouver sa place dans cet ordre-là et d'être accepté, quoi. Ils sont complètement isolés. Le mec est dépressif, mais en même temps, il y a de quoi? Ça leur a dit oui, vu les conditions de vie. Les conflits qui opposaient le bailleur et les locataires de la Tour Infernale sont les mêmes qui se déroulent sur la place publique. Ce sont des conflits analysés en termes de demande de reconnaissance, de la peur, de la déchéance. C'est ça, demande de reconnaissance. Pour ces personnes, le sentiment d'exister et l'expérience de soi leur paraissent difficiles, voire impossibles. Les locataires de la Tour Infernale étaient caractérisés par ce que nous appellerons un triple H négatif, c'est-à-dire une histoire individuelle négative, emboîtée dans une histoire familiale négative, insérée dans une histoire sociale négative. T'as pas le droit d'exister, en fait. T'as pas le droit d'exister. Les trajectoires ont montré l'aspect dynamique de la désaffiliation. La désaffiliation, c'est quand petit à petit, tu t'isoles, quoi. C'est ce que je disais. C'est l'inverse de l'adhésion. C'est... T'adhères à une société dans laquelle t'as ta place. Là, tu n'y adhères pas parce que tu n'as pas ta place. Et c'est elle qui t'exclut, en plus. C'est pas toi qui te met à l'écart, c'est vraiment elle qui t'exclut progressivement. S'il est en bas d'existentiel, il faut l'accompagner à ce niveau-là, il y a de vrais risques. Oui, mais c'est ce que fait l'assaut, ils font du suivi psy, justement, ils expliquaient.
Donc l'analyse des trajectoires a fait ressortir plusieurs éléments. L'importance de facteurs affectifs, le manque de réseau de sociabilité, le chômage, la dépendance des services sociaux, la consommation de produits, l'alcoolisation, le manque d'hygiène de certaines personnes. Ces personnes semblent éloignées de 4 lieux d'intégration que sont la famille, le travail, l'État et les communautés. C'est ça, ils sont complètement isolés en fait. Qu'est-ce qu'on appelle l'histoire individuelle? L'histoire individuelle, c'est ton parcours. Toi, par exemple, c'est quoi ton niveau d'études? Est-ce que tu as déjà travaillé ou pas? Où est-ce que tu vis par rapport à tes parents? Est-ce que tu es encore en lien avec eux d'ailleurs? Enfin voilà. Ta vie, quoi. Je connais aucun quartier qui n'a pas ses propres codes relations. Bah ça, c'est pas dit que ça n'existe pas. En fait, ce qui est dit, c'est que par contre, ils n'ont pas de lien avec le reste du monde. En fait. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas des liens entre eux, mais par contre, il n'y a pas de lien avec le reste du monde qui les exclut. C'est de la ghettoisation, quoi. C'est ce qui a été dit, en tout cas. Donc voilà, donc en gros, c'est des personnes qui sont éloignées des 4 lieux d'intégration. Ils sont éloignés de leur famille, ils sont éloignés du travail, ils sont éloignés de l'État et ils sont éloignés des communautés. Mais communautés auxquelles tu adhères, tu vois, au sens large. Ça peut être, je sais pas, t'as l'habitude de participer à une vie associative, t'as l'habitude d'aller faire du sport ou avec des gens, tu vois, ou t'as l'habitude d'avoir une pratique religieuse avec des gens ou quoi. C'est quoi la différence entre l'histoire familiale et sociale? Bah, ton histoire individuelle, elle est différente de l'histoire individuelle de ta famille. Quand même. Ils vivent sur une île déserte ou quoi? Bah non, mais c'est... En fait, c'est ce qu'on disait, il y a une ségrégation résidentielle, ségrégation spatiale, quoi. En fonction de là où tu habites, les pauvres, ils vivent dans des quartiers de pauvres où ils sont isolés du reste, quoi. Complètement isolés du reste. Pas besoin de vivre sur une île, hein. Ça peut être à 2 stations de métro de chez toi, hein, honnêtement. Ce qui montre finalement que du coup, ces personnes n'ont plus de cadre social intégrateur. Elles ne sont pas intégrées à la société. Et que l'arrivée des travailleurs sociaux leur a permis d'avoir un lieu d'expression et surtout de questionner cet abandon de la collectivité à leur égard. C'est bien ce qui est dit par le texte, hein. C'est la collectivité qui les a abandonnés. C'est la collectivité qui les a abandonnés. Il y a beaucoup de gens isolés, oui, il y a beaucoup de gens isolés, hein. C'est dramatique en vrai. Et pas que des personnes qui vivent à la rue, hein. La première réunion avec les locataires a montré des difficultés existant entre eux-mêmes et également avec le bailleur. Nous avons remarqué un manque de dialogue entre eux. Autant dire que le dialogue était difficile au début. Pour preuve de ces paroles. Mais fermez vos gueules, laissez-moi parler. Je ne veux pas que quelqu'un parle derrière mon dos. Les embrouilles. Ces paroles montrent également que le dialogue est un art et lorsqu'on a été longtemps privé de parole, les codes nécessaires permettant d'humaniser une discussion passent aux oubliettes. Mais c'est normal. En fait, il était difficile qu'un message émis par un autre locataire soit assez significatif et acceptable pour les autres, afin de fournir un point de départ du message suivant. La conversation pouvait devenir rapidement anomique parce que celle-ci était à la base de leur vie. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais, c'est très difficile de réussir à créer du lien ensemble. Mais en vrai, j'ai déjà vu des gens comme ça à la campagne être ultra isolés et avoir cette espèce d'obsession. Je dis à la campagne parce que du coup, moi, je connais très mal les zones urbaines et périurbaines vu que j'ai pas du tout grandi dans ces espaces-là. Mais du coup, je connais des gens qui sont très très isolés à la campagne et qui avaient très peur de... Donc, qui n'avaient absolument aucun lien avec les autres ou quasiment pas. Et qui avaient très peur de créer des liens avec les autres aussi en se disant... Justement, ils recevaient tellement de mépris dans la gueule qu'ils étaient tétanisés par l'idée même de parler, parce que ça veut dire quand tu parles et que tu communiques avec les autres, quand même tu dévoiles un peu de toi, enfin tu donnes un bout de toi, quoi, tu te mets un peu en danger, enfin tu vois, t'es un peu vulnérable quand même quand t'as des discussions avec des gens, et ils recevaient tellement de mépris que bah il y avait un repli complet pour pas communiquer, quoi, parce que ça servait à rien, ils avaient l'impression que ça servait à rien et ils avaient peur qu'on parle sur leur dos derrière. Genre si tu donnes un bout de toi et que la personne après s'en sert pour se foutre de ta gueule, t'es là, allez, c'est bon. Un atelier de mission locale, ouais, bah dans les missions locales aussi, il y a beaucoup ça, ouais, d'essayer de discuter de tout ça, mais c'est chaud, hein. Surtout si tu vis dans un quartier où tout le monde se connaît depuis longtemps, oui, voilà, c'est ça.
L'évaluation de la capacité à communiquer, à échanger auprès de ces personnes a montré plusieurs figures. Certains avaient une facilité d'expression, mais croyaient détenir la vérité. Ah bah oui, oui, oui. Des mecs, ça sûrement, non? Ça parle beaucoup et ça croit que ça a raison tout le temps. D'autres avaient tendance à monopoliser la parole, en faisant état de leurs propres revendications et sans attendre l'opinion des autres. D'autres étaient très timides, avec une certaine difficulté à entrer en communication avec les autres. Comme le souligne Goffman, lorsque les règles ne sont pas respectées ou lorsqu'aucune règle ne paraît applicable, les participants cessent de savoir comment se comporter ou de savoir ce qu'ils doivent attendre des autres. Ils savent pas comment faire, ils sont perdus en fait. Au niveau social, l'intégration des actions des participants se disloque. Il en résulte une désorganisation sociale ou un désordre social. En même temps, les participants souffrent d'anomie et de désorganisation personnelle. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est que tu sais pas comment communiquer, tu sais pas quelles sont les règles et les codes pour communiquer et tu en souffres. Horrible. À la lumière de cette première réunion, nous avions compris ce qui nous attendait. Notre question était de savoir comment restaurer des interactions, l'ordre interactionnel entre les gens. Comment faire pour qu'un acteur enfreignant une règle interactionnelle se sente coupable ou plein de remords et lui permette... Oui, quand quelqu'un dit « mais ferme ta gueule !» Quand quelqu'un dit « ferme ta gueule » à un autre locataire, est-ce que tu peux lui dire « calme-toi » et qu'il comprenne quoi. « Me ferme ta gueule !» J'avoue, première réunion, t'as quelqu'un qui sort direct « oh, allez, ferme ta gueule !» T'as dû te dire « ah ouais, bah le travail il va être compliqué quoi. » Putain. Ouais, pas facile hein. Comment faire pour qu'un acteur enfreignant une règle interactionnelle se sente coupable et lui permette après de poser des hypothèses sur sa situation d'abord et ensuite sur celle des autres et enfin sur l'environnement. Et au lieu de rejeter à chaque fois leurs propres difficultés aux autres, qu'ils parviennent à dire « je crois que c'est ma faute », c'est aussi ça, prendre conscience de qui on est. J'imagine. Self-understanding, prendre conscience de qui on est. Je sais pas, j'ai traduit ça à la volée, mais dites-moi si c'est pas ça. Bah en fait là c'est des problèmes personnels qui les empêchent de voir les liens de solidarité entre eux, de ce que j'en comprends. Ils ont des problèmes personnels et du coup ils te renvoient ça dans la tête aux autres, tu vois, ils rejettent leurs propres difficultés aux autres de manière perpétuelle parce que voilà ils vivent ça et c'est normal, tu vois, c'est très difficile. Mais du coup en fait là ils ont des points communs, ils peuvent tisser des liens quoi. Des problèmes personnels qui sont amplifiés par des problèmes matériels. Oui, exactement, bien sûr. De toute façon, les problèmes personnels viennent avant tout de problèmes matériels. Hein. Enfin, je sais pas. On retrouve pas les nobles des Neuilly dans ces problèmes-là, bizarrement. Le choix du terme en anglais, c'est pas qu'il est pas pertinent, c'est que ça doit être un concept des chercheurs et chercheuses qu'elle a mentionné, qui elle a mentionné, et qui viennent des États-Unis, en fait. C'est ça, c'est la personne qui a écrit le travail de recherche cite beaucoup de travaux qui viennent des États-Unis, c'est pour ça. Le concept doit venir de là-bas. Les problèmes matériels peuvent aussi bloquer la résolution des problèmes perso. Oui, voilà, c'est un cercle vicieux, exactement, ouais. Cette première discussion a montré les difficultés qui attendaient l'équipe éducative, mais elle a permis aussi de bâtir des objectifs en mettant en place une logique du respect de chacun. D'autant plus qu'est apparu rapidement un comportement d'accommodement qui a pris la forme de l'acceptation du comportement d'autrui. Le working acceptance. On travaille sur l'acceptation des autres, c'est beau. Pour pouvoir vivre ensemble dans le même immeuble. Bon, je vous lis ça en diagonale pour vous faire un récap. Ils voulaient pas parler avec leurs propriétaires. Il n'y avait pas d'accompagnement social. Les gens étaient abandonnés à eux-mêmes sans lien avec l'extérieur. Ils étaient en dépendance totale du coup avec les peu de travailleurs sociaux qui débarquaient. Mais c'était des agents de la mairie qui globalement avaient un regard un peu surplombant et institutionnel. La rage qui anime ces hommes tient au fait qu'ils sont considérés comme des sous-hommes par le bailleur et par la société. C'est ça. Donc c'est pour ça que le lien est rompu. Un grand nombre d'eux éprouvent de la honte, non pas parce qu'ils vivent dans la tour infernale, mais parce qu'ils sont pauvres et donc inexistants. C'est ça. En découvrant dans le regard des autres l'infériorité sociale, ils ont développé des mécanismes de défense, en restant cloisonnés dans leur tour et en développant une forme de solidarité collective. Il y a quand même une forme de solidarité entre eux. Hein. Une solidarité qui est quand même inorganisée et maladroite contre le représentant de l'ordre établi qui va être le propriétaire. Lorsqu'ils disent « nous on ne compte pas et on ne sert à rien », cela peut se comprendre comme s'ils n'existaient pas, comme s'ils étaient des citoyens de seconde zone. C'est hyper intéressant ce chapitre, ce paragraphe. C'est ça. Ils sont considérés comme des sous-hommes par le bailleur et la société, c'est vrai, hein, qui se comportent comme tels. Hein.
J'ai vraiment l'impression d'un travail de psy auprès d'un individu. Mais non, mais parce que c'est du micro. C'est pour ça, c'est un travail micro. Il y a une vingtaine ou trentaine, qu'est-ce qu'il a dit, le chercheur? Il dit entre 20 et 30 personnes de l'immeuble qui ont été interrogées. Et en fait, donc c'est pas un individu, ils ont tous les mêmes parcours. Qui est faille personnelle, qui fait que petit à petit, ils perdent leur emploi. Ils sont isolés, ils se retrouvent à vivre ici parce qu'ils doivent trouver que ça comme logement. Et après, quand ils vivent ici, la mairie et les institutions se comportent de manière horrible avec eux, comme s'ils étaient des citoyens de seconde zone, des sous-hommes et tout. Donc ils se retrouvent encore plus isolés. Donc ils essayent de trouver des liens de solidarité entre eux, mais comme il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps, je sais pas si vous avez déjà fait du bénévolat avec des personnes qui vivent à la rue par exemple, mais il y a des gens qui... Plus t'es isolé longtemps, plus t'as du mal à communiquer aussi, plus t'es plus dans les codes et les normes de la société, et donc les gens vont même plus faire l'effort de communiquer avec toi, donc ça renforce le truc. Et donc c'est ce qu'il dit, parce que par le fait que ça soit inorganisé et maladroit, c'est que inorganisé dans le sens où ils peuvent même pas faire appel à des assos pour les aider, parce que les gens les méprisent, donc ça a fini par être maladroit, ils bricolent en fait. Voilà, ils bricolent. L'objectif c'est le retour au commun. Non, c'est pas le retour au commun, en fait ce qu'il disait, l'objectif c'est de rénover leurs habitats pour qu'ils puissent continuer à y vivre et qu'ils ne subissent plus de ghettoisation. Parce que là, le problème, c'est qu'ils subissent de la ségrégation, quoi. En plus. Spatiale. Non, non, on l'a vu au début, l'objectif, c'est qu'ils puissent vivre dans ce logement-là qui va être comment on dit, rénové, voilà. Qui va être rénové par le propriétaire. Mais en même temps, bah, il faut les aider à avoir un suivi psy parce qu'ils ont des problèmes d'addiction et j'ai l'impression qu'ils ont plus loin non plus, ils ont plus rien non plus avec les services de santé, quoi. Ici, nous sommes confrontés dans ce quartier à ce qui fonde la légitimité démocratique. L'ambition d'une nation démocratique, souligne Schnapper, est l'intégration de toutes les populations en une communauté de citoyens et de légitimer l'action de l'État qui est son instrument par cette communauté. C'est donc un projet inclusif et intégrateur. Or, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, on n'est pas en démocratie. C'est ce qu'il est en train de dire, là, l'auteur. Sachant que la politique, les valeurs et les pratiques de la citoyenneté sont à l'origine du lien social, si la participation au vote symbolise la citoyenneté, nous dirons que nous sommes dans le cadre de ce que nous appelons un fragment de citoyenneté, voire un fragment démocratique. C'est ça. C'est des gens qui sont considérés comme sous-citoyens parce qu'ils participent pas à la vie démocratique considérée comme légitime, à qu'à juste aller voter, quoi. Donc là, au niveau de la citoyenneté, en fait, on prête pas attention à eux. Typiquement, la mairie, c'est un bon exemple, tu vois. Les maires, ils s'occupent aussi de leur électorat. Et typiquement, bah, les habitants de la Tour Infernale, je suis pas sûre qu'ils les considèrent comme leur électorat potentiel, donc ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Pour la tour infernale, il s'agit en premier du droit d'être entendu. C'est ça que demandent les habitants. Le droit d'être entendu, d'être considérés comme des gens qui comptent. Cette demande est le fondement même de l'idéologie moderne. Tous les citoyens doivent disposer des moyens matériels pour que leurs droits ne restent pas seulement formels. Donc les droits ne doivent pas exister juste dans les lois, ils doivent exister concrètement. Tout cela montre qu'ils sont vus et ils se considèrent comme inutiles au monde. Dans ce cas-là, pourquoi ne vivraient-ils pas cette situation comme une sorte d'apartheid social? C'est comme ça qu'ils le vivent, mais à raison, hein. Comme l'a souligné Bouamama en 95 à propos des jeunes, nous pouvons également dire que pour les habitants de la Tour Infernale, qu'ils présentent la délinquance et la violence comme une riposte, une réaction à cette injustice sociale. Nous, on ne compte pas. Les autres conduites déviantes comme la toxicomanie sont expliquées comme une résultante de ce même aspect d'injustice. Les regards, les modes de lecture de leur comportement étant en opposition, cela ne pouvait conduire qu'à un antagonisme de classe entre ceux qui représentent la société et les locataires de la Tour Infernale. Oui, au moins l'auteur le dit, c'est un antagonisme de classe. Ils n'ont pas les mêmes intérêts entre propriétaires et locataires, quoi. Et comme t'es isolé, bah tu ripostes comme tu peux. Mais le problème, c'est que la riposte par l'usage de drogue et d'alcool, c'est toi que ça tue, malheureusement. C'est ça le problème. Les problèmes de dépendance, c'est terrible. En plus, globalement, tout ce qui est institution officielle de l'État est très... comment est-ce qu'on dit? Toxicophobe? C'est quoi le mot pour dire discrimine beaucoup les personnes qui ont
qui ont des addictions notamment aux drogues et tout ça. Je sais plus le nom. Pourquoi je m'en souviens pas? Ouais, c'est ça, la toxicophobie, ouais. Globalement, les institutions officielles de l'État sont horribles avec les personnes qui ont des soucis d'addiction. Hein. La réhabilitation de l'immeuble était l'une des missions que s'était fixé le Home des Flandres. Et même si c'était la première revendication, des locataires. Donc c'est ça. C'est ce que voulaient les locataires. La mise en place des travaux a pris un retard considérable, amenant par la même occasion la démobilisation des locataires. Bah normal, t'es dégoûté. Si ta première revendication qui est de « on va rénover », tu l'as pas, t'es dégoûté. Des addictions qui éloignent aussi socialement, oui. La réhabilitation n'avait pas uniquement une dimension technique et financière, elle était aussi un outil de développement social. Il s'agissait d'intégrer les préoccupations des locataires, pas de hausse des loyers par exemple, les besoins, poubelles supplémentaires, la demande, boîte aux lettres, changement des portes, réhabilitation des parties communes et de l'intérieur des appartements. La réhabilitation était aussi l'occasion d'instaurer de nouveaux rapports entre le bailleur, la mairie et les locataires. L'équipe éducative servant de médiation. Et alors là, c'est là par contre que peut y avoir des problèmes, ce que je disais avec les associations qui peuvent du coup faire le sale boulot de l'État et faire passer la pilule et pacifier les relations, alors que parfois les relations c'est normal qu'elles soient violentes puisque les proprios abusent quoi. Là par exemple si ça a pris des retards sur les travaux, franchement ça fait chier quoi. Ces travaux de réhabilitation devaient être considérés comme une ressource importante et exploitable au profit des locataires en matière de formation, d'emploi et d'inscription dans un processus de responsabilisation. Ça, vous voyez, ça, c'est le discours de l'État. Responsabilisation, emploi, formation. En fait, ce que demandaient les locataires, c'est d'avoir des logements qui n'étaient pas insalubres. Concentrez-vous là-dessus. S'ils vous demandent et qu'ils ont des besoins en formation, soyez là d'accord, mais le fait que c'est la mairie qui demande ça... Aïe, aïe, aïe. La réussite de l'action reposait sur la participation des habitants à l'élaboration des actions envisagées et leur implication. Oui, normal, ça. Parce que t'as pas envie d'avoir des rénovations dont tu veux pas. Tu sais, t'imagines... toi, tu détestes le orange et on te fout une porte orange, quoi. Genre, c'est normal que tu sois inclus dans les travaux, quoi. Dès lors, les habitants se sentaient impliqués et acteurs du développement de leur environnement. Ça, c'est important. Que là où tu habites, ça te ressemble. Ce projet a été favorablement accueilli par les locataires, autant dire qu'ils étaient mobilisateurs pour l'ensemble des locataires. L'association d'insertion par l'économique a assuré la maîtrise technique ainsi que l'accompagnement professionnel. Les locataires étaient embauchés en qualité de CES pendant une durée de 6 mois. Ah, ça c'est cool, ils les ont payés! Waouh! J'espère qu'ils n'ont pas perdu leurs aides. Par contre, parce que l'État, ils savent très bien faire ça. Tiens, je te paye! Je te donne cette opportunité de travail. Par contre, tu perds tout le reste. Et finalement, tu gagnes moins. Les gens qui ont la hache connaissent bien ça. Ah, ils ont recruté. D'accord. Ils ont recruté 6 personnes. Oh, ouais, ok. 6 personnes de l'immeuble pour travailler, quoi. Ok. Il y a eu un balai de recrutement. Pour essayer de savoir qui faisait quoi. L'association d'insertion suivait une logique excessivement économique. Les hommes avaient du mal à bénéficier de l'aide nécessaire du fait de leur fragilité. Les contrats ont été signés sans que les éducateurs ne soient informés pour engager un travail avec les personnes du CES dans ce sens du contrat. Oh mon Dieu. Cela s'est fait à l'emporte-pièce comme si c'était un cadeau. Or, il y avait un véritable travail éducatif à faire au préalable. Ah ouais, ils ont fait ça à l'arrache. Bah ça devait être une proposition de la mairie, ça. Ils ont embauché que 6 personnes. Et en fait, ils ont fait n'importe quoi. Ils les ont mis en compétition pour avoir le poste. Au début, on leur a dit il y aura 10 personnes qui seront embauchées. Finalement, il n'y en a que 6. Et gnagnani, et nanana. Ça, énorme flop. Horrible. Salut champignon grenouille. Salut Canon Dreamy. Attendez, je me mouche. En tout cas, ils ont réussi à obtenir le fait que les loyers n'augmentent pas. Et que leur loyer soit... et que leur logement soit réhabilité, qu'il y ait des travaux. Donc ça c'est quand même cool parce qu'apparemment ils avaient l'air de vivre quand même dans des trucs, des logements assez insalubres. Nous ne pouvons manquer d'évoquer les imperfections liées à un partenariat difficile. Ouais, il y a eu des flops, hein. Nous avons évoqué rapidement ci-dessous les difficultés rencontrées avec l'association d'insertion pour la mise en place du projet d'auto-réhabilitation. C'est ça.
Ils appelaient ça l'auto-réhabilitation en mode c'est vous qui allez faire les travaux de chez vous. Bah en fait, on veut bien, mais après, est-ce qu'on possède notre propre logement si on fait ça? Moi, je veux bien être responsable, hein. Mais du coup, c'est à moi après ou pas? Quand tu veux, moi. Parce que là, bon, travailler pas trop cher avec un contrat au rabais pour un proprio, nique ta mère. Enfin, vraiment, ça c'est abusé, ça. Avec les financeurs et la mairie, les éducateurs ont trouvé un interlocuteur. Par contre, les rapports avec les services sociaux du quartier n'ont pas été à la hauteur. Bah, ils ont toujours été méprisants, c'est ça, voilà. Il y a manqué une coordination efficace pour produire un véritable lien social. Les éducateurs du Home des Flandres étaient quelquefois démunis parce qu'ils ne savaient pas comment orienter les personnes dans la mesure où ils n'avaient aucune information sur les démarches entreprises par les partenaires. Ah ouais, ils les ont laissés tout seuls. Donc t'as une asso qui a essayé de faire du bon travail, qui était sur place avec les habitants, à vivre dans les lieux et tout, à créer du rapport de confiance, à les comprendre, à faire des réunions avec eux, à créer des vrais espaces de parole et tout, démocratiques, machin, pour que après les autres s'en foutent et fassent des contrats à l'arrache. Bon bah voilà. La pêche aux informations a été une perte de temps au détriment de la véritable mission d'accompagnement social rapproché de locataires. Bah ouais. Et du coup, tu passes plus de temps à courir après les partenaires, à aller leur dire « Est-ce que vous voulez nous aider? Est-ce que si, machin ?» que t'occuper des gens. C'est horrible. Il est par exemple arrivé de mettre en place un projet d'accompagnement social avec un locataire en lui fixant des objectifs pour s'entendre dire quelques jours après « Oh non, c'est plus la peine. Je suis allé à la mairie, j'ai eu l'argent pour le permis. » Ah oui, d'accord, en fait, il n'y a pas de coordination, quoi. Il m'est également arrivé de suivre l'état de santé d'une personne toxicomane lorsque les éducateurs du Home des Flandres avaient besoin d'informations de la part de la référente sociale. Celle-ci faisait valoir que ces informations étaient confidentielles. Hein? J'ai pas compris ça. Il m'est arrivé de suivre l'état de santé d'une personne toxicomane. Lorsque les éducateurs du Home des Flandres avaient besoin de ces informations de la part de la référente sociale, celle-ci faisait valoir que ces informations étaient confidentielles. Ben... Oui. Oui, on est d'accord, c'est bizarre. Si, ce qui était la contrepartie obligatoire pour la ville... J'ai l'impression que c'était les emplois. Et pour les propriétaires, par contre, c'était de refaire les logements. Donc ça a pris du retard, mais les travaux ont quand même été faits. Mais par contre, là, sur la confidentialité, je comprends pas. Évidemment, c'est normal. C'est des informations de santé, c'est confidentiel. C'est pas parce que t'es chercheur que t'as le droit à tout, Emmanuel. Attends, c'est quoi son nom complet? Emmanuel Jolvin. C'est normal, Emmanuel Jolvin. Calme-toi. Il va pas bien. Bref. Il fallait donc instaurer un esprit de dialogue qui soit objectif et constructif avec tous les acteurs concernés pour débloquer la situation. C'est ce qui a été fait au cours des réunions organisées entre les locataires et le bailleur de fonds pour tenter de construire une autre forme de lien du social, la protection sociale rapprochée. Nous sommes convaincus que c'est là que se trouvent les clés du lien social qui donne un sens au monde et permet une véritable action sociale. Ça veut dire quoi la protection sociale rapprochée ? Lors des réunions des locataires, étaient abordées les difficultés liées au cadre de vie. C'est le lieu qui permet encore aujourd'hui de rassembler et de restaurer le lien social. Par exemple, plusieurs locataires ont souhaité décorer l'arbre de Noël. Protection sociale rapprochée, peut-être que ça veut dire de ne pas creuser les inégalités et d'aider les gens, mais de manière très individualisée. Peut-être que c'est ça. Ouais. C'est ce qu'ils veulent dire par créer du lien social avec eux pour être sûr qu'ils peuvent être là. Mais bon, de là à les surveiller pour vérifier leur bilan de santé, t'es là, bon, calme-toi quand même. De toute façon, ils adorent faire ça avec les pauvres, les institutions. Les surveiller. Pour savoir s'ils méritent l'aide ou pas. C'est littéralement ça à chaque fois, c'est horrible. Après 2 mois de présence, les travailleurs sociaux ont eu l'idée de créer un espace d'échange et de convivialité le samedi. où l'on pouvait se réunir autour d'une table pour un petit déjeuner chaleureux. L'idée était de rassembler dans la redécouverte du plaisir de manger ensemble. En quelques mois, ce moment est devenu crucial pour une dizaine de locataires. Sur 30, c'est pas mal, hein. Soirée entre locataires. Dans la même optique, il a été décidé avec les locataires l'organisation de soirées thématiques, au moins une fois par trimestre. En partant de leurs demandes et de leurs désirs, il s'agissait d'amener à chacun à participer.
pour certains à apprendre à l'élaboration des repas. Cela permettait aux locataires d'avoir un regard différent, de faire émerger un sentiment d'entraide, de solidarité, dans une dynamique de lien humain revalorisé. Ça c'est cool parce que c'est pas productif, vous voyez? Parce que les autres trucs qui étaient proposés, on avait l'impression que c'était parce qu'il fallait qu'ils deviennent productifs. Il fallait les former pour les réinsérer dans l'emploi ou je sais pas quoi. Là, c'est de créer du lien entre eux, d'apprendre des trucs qui vont les aider concrètement dans leur vie. Typiquement, bah, se faire à bouffer, de partager des moments ensemble. Ça, c'est cool, ça. Ça sort de la sphère du travail, c'est important. L'action a permis de positionner certaines personnes professionnellement. Vous voyez, c'est toujours ça qui est mis en avant. Hein. Grâce à la perspicacité des éducateurs et également à l'acquisition des compétences. Oui, j'ai changé, il y a du changement, j'ai évolué, je sais faire des papiers, des mandats, je sais me débrouiller. Avant, je ne savais rien faire. Ça, par contre, c'est important. L'autonomisation, les aider dans les démarches administratives pour qu'ils puissent être autonomes, c'est hyper important. Parce que l'État, on n'y comprend rien, sa bureaucratie et tout, ça, c'est impossible, ça. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Je vous disais en commençant à lire, là, au début, j'avais l'impression que c'était un travail de sociologie qui était pile poil dans la ligne, vous savez, des sociologues qui écrivent pour renseigner les pouvoirs publics pour qu'ils s'améliorent, pour qu'ils fassent de meilleures politiques publiques. Bah là, on vient de lire ça. Hein. On vient de lire ça. Je lis la conclusion, du coup. D'où le fait que c'est très institutionnel comme point de vue. Il s'agit donc d'un travail socio-éducatif dont l'objectif était de traiter les problématiques individuelles et collectives visant à réhabiliter socialement l'humain, c'est-à-dire les locataires. À travers cette action, il n'a jamais été question de substituer au travail accompli par les acteurs sociaux locaux en place depuis de longues années, mais surtout de travailler en partenariat avec eux dans l'unique but d'aider ces personnes abandonnées à leur souffrance. C'est vrai qu'il faut pas les laisser comme ça, quoi, c'est horrible. Le truc positif que j'ai trouvé, c'est qu'ils ont laissé les gens décider eux-mêmes ce dont ils avaient envie et besoin. Ça, je trouve que c'est très bien, de créer des espaces de parole entre eux. Parce que là, si jamais les assos s'en vont, ou ferment, ou quoi, en fait, les gens, du coup, ont vraiment des bonnes bases, quoi, pour faire des choses. Parce qu'il y en avait déjà, mais il y avait des liens de méfiance aussi, parce qu'ils étaient assez isolés et ghettoisés. Merci Jiboula pour les 11 mois, bonsoir. Bonsoir Jiboula. Toutefois, faire appel au Home des Flandres pour mener un travail que nous qualifions de protection rapprochée montre aussi la limite du travail social classique. Ouais, c'est ça. Les travailleurs sociaux classiques, ils sont trop loin. Oui, ils sont trop éloignés de ceux qui souffrent de l'isolement, de ceux qui vivent seuls dans ces grands ensembles anomiques constitués en blocs intégrés, mais dont la désintégration règne en intérieur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut faire du vrai travail de terrain, sinon ça n'a pas de sens. Et le faire avec les gens et donner la possibilité aux gens de s'exprimer pour qu'ils décident par eux-mêmes. Ça, c'est la démocratie. Sinon, c'est pas possible. Si c'est du haut vers le bas, ça n'a pas de sens. Et les travailleurs sociaux, c'est trop souvent du haut vers le bas, malheureusement. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir, du coup. Hein. De toute façon, c'est dans sa conclusion. Donc, faut que ça soit vraiment créer des espaces démocratiques locaux et que les gens puissent s'en saisir, quoi. Les lectures de sociologie, elles sont disponibles après sur la chaîne de rediffusion, sur YouTube. J'ai une chaîne de rediff, je vous mets le lien. Merci Dragoral. Putain, on a terminé dans les temps. Merci Dragoral pour les 23 mois de soutien. GG pour la vidéo sur Tonton Mitterrand, hâte de voir ça. Merci pour le travail sur la chaîne, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci Tétane. Ah, merci beaucoup Tétane, qui nous a fait suer sur Fall Guys hier. Merci pour le Prime. Et ben c'était pas mal comme lecture et je trouve que c'est une bonne lecture pour vous montrer ce que font les sociologues qui font de l'action publique. L'action publique, c'est un champ qui marche de ouf en sciences politiques et qui vient justement essayer de donner les clés de quelles sont les politiques de l'État et qu'est-ce qui marche ou pas. Donc voilà, donc là on a lu le travail, je le répète pour celles et ceux qui ont loupé, on a lu le travail de Emmanuel Jovelin. Vous voyez, il a publié quand même 36 articles. Travail social. Il est spécialiste du travail social. Merci Homosmosis Coop. Vous arrivez à la fin de ma lecture, mais on va regarder, on va faire un react à l'épisode de Blast des portraits qui vient de sortir. Donc Host Politique va me rejoindre dans quelques instants, vous arrivez au bon moment. Donc je disais, voilà, on vient de lire le travail de Emmanuel Jovelin, qui est spécialisé du coup en travail social. Et je trouve que pour quelqu'un qui se questionne sur le travail social, de dire il faut créer des espaces démocratiques et il faut que ça soit fait sur le terrain concrètement avec les gens, c'est hyper important. Et comme je disais, voilà, souvent le travail social c'est un peu trop du point de vue institutionnel et du haut vers le bas. Et il faut s'intéresser à l'action publique qui est du coup un champ de sciences politiques qui se développe énormément en ce moment.
Il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont financés, qui sont de l'action publique. Et du coup, l'idée, c'est de créer des interventions de l'État, voir quelles sont les conséquences de l'intervention de l'État. Il y a beaucoup de travaux qui sont très critiques de l'État dans ce champ-là. Ou alors, en fait, il y a les deux. Il y a soit des gens qui ont un regard très critique et qui sont en gros, qui font des espèces de diagnostics et de bilans des actions de l'État, en disant, ce truc-là, vous dites que ça lutte contre la pauvreté, regardez ce que vous faites concrètement, c'est que vous mettez les pauvres en concurrence, il se passe ça, 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 voilà. Donc il y a des chercheurs et chercheuses qui font ça. Et des fois, tu as des chercheurs et chercheuses qui aident à la constitution de projets politiques et qui, eux, ont plus un travail prescriptif de dire, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Voilà, donc c'est important que je vous montre un peu tout ce qui existe dans ce champ de recherche-là pour que vous ayez conscience de ça. Et ça vous permettra aussi d'avoir peut-être... de donner un peu de sens à ce que vous vivez si vous fréquentez des institutions étatiques telles que... si vous allez demander des aides, si vous percevez le chômage, tous ces trucs-là. Même si souvent c'est de la sous-traitance, mais bon. Voilà. L'opinion publique face à l'accueil des demandeurs d'asile en France. Contribution à une sociologie de l'inhospitalité. Le travail social face à la pandémie du coronavirus. Il a écrit Emmanuel Jovelin aussi. La figure de l'ombre. Quel destin dans l'entre-deux des cultures des émigrés, réfugiés sans papier. Vous voyez, il fait des travaux de recherche hyper intéressants, Emmanuel. Le modèle italien de l'inhospitalité. Après, ça, c'est des trucs pour la socio. Les étudiants en mobilité internationale face au coronavirus. Je suis contente, il y a de plus en plus de textes sur le coronavirus. Il y a aussi... Alors, s'il y a des textes sur la radicalisation, sachez que parce qu'il y a beaucoup de financement de recherche, de la délinquance à la radicalisation, il y a beaucoup de travaux de recherche sur la radicalisation. C'est un gros sujet sur lequel l'État met beaucoup d'argent. Les enjeux des rapports d'études sur les personnes âgées immigrées. Bref. Je pense que... Oh, ça a l'air trop bien, ça! La jeunesse en errance dans l'histoire, entre la potence, l'assistance et la pitié. Les jeunes sans domicile fixe face au dispositif d'accompagnement. Non, mais ils travaillent sur plein de choses très différentes. Hein. Ambiguïté de l'antiracisme. Sociologie de la femme voilée. Putain, ça a l'air... Mais attendez, mais je suis un peu surprise parce que du coup, ils travaillent sur des sujets très différents en même temps. Hein. Après, c'est à des périodes différentes de sa vie, donc il doit avoir des spécialités. Sa thèse, c'est travail social. Donc au début, il est à fond sur le travail social, comme vous voyez là, début des années 2000. Et après, il finit sur la radicalisation, quoi. En 2017. Donc, vous voyez. Bref, je pense qu'on lira d'autres de ses travaux à certains moments en fonction des besoins. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, c'est tous les mercredis, sauf si je suis sur Arte avec Queenie de la chaîne Osmosis, évidemment. Mais du coup, c'est tous les... c'est possible, je connais pas personnellement du coup Poupounette. Je suis tombée sur son travail en cherchant pour le cycle de lecture. Du coup, je vous disais, ouais, tous les mercredis, 17h30, live lecture de sciences sociales. En ce moment, on fait un cycle sur le monde associatif en partenariat avec la Ligue de l'enseignement, qui est du coup un mouvement d'éducation populaire qui a des fédérations, qui a plein d'associations qui sont partenaires, qui fait globalement du travail culturel, sportif, associatif, politique. Voilà, c'est beaucoup de choses qui sont regroupées là-dedans. Et vous rencontrerez les gens de la Ligue fin janvier dans une émission en public.